Le Grand Contournement, Radio éphémère, bonjour. Le Grand Contournement, une émission proposée par Sébastien Marcel et Vincent Roosevelt. Nous vous proposons aujourd'hui de parler des monnaies complémentaires, du revenu d'existence et d'innovation économique qui sont déjà reprises sous forme assez variée dès aujourd'hui dans les programmes de quelques partis déjà en lice pour la prochaine élection présidentielle. Pour nous accompagner autour de cette table, Frédéric Bosc, coordinateur du projet de monnaie complémentaire Sol sur Toulouse, et Jean-Paul Plat, conseiller municipal communiste à la mairie de Toulouse en charge de l'économie sociale et solidaire. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors dans un mois, chers auditeurs, vous pourrez, dans un peu moins d'un mois, puisque ça sera le début mai, vous pourrez vous procurer des sols intitulés Sol Violette à Toulouse pour faire vos courses alimentaires, aller au cinéma ou prendre le bus. Le sol pour solidaire, est une monnaie complémentaire et fondante. On verra en quoi ça consiste. Elle ne s'use que si on ne s'en sert pas. L'idée générale, on l'a bien compris, est de faire davantage circuler la monnaie en orientant les consommations vers des acteurs locaux de l'économie sociale, solidaire ou qui ont un lien aussi avec l'environnement. Évidemment, beaucoup de questions se posent encore à un mois du lancement de cette monnaie. Où pourra-t-on s'en procurer? Est-ce légal? Pose cette question certains. Cette monnaie sera-t-elle facilement falsifiable? Quelles utilités par rapport à d'autres politiques publiques que peut mener la mairie? Nous essayerons aussi d'aller un petit peu plus loin que cet aspect strictement monétaire en regardant d'une manière générale quelles autres innovations économiques peuvent être développées au niveau local ou national pour compléter cet outil, dans l'objectif toujours de réduire les inégalités, le chômage et puis l'impact environnemental des activités économiques. Un revenu d'existence généralisé de la naissance à la mort peut-il être une de ces solutions? On le verra avec nos invités. Alors commençons peut-être par quelques présentations rapides. Vous avez déjà reçu ici Frédéric Bosc, vous êtes coordinateur du Sol Violette, monnaie complémentaire dont on parle beaucoup en ce moment. Quelles sont vos autres fonctions et comment vous en êtes venu à vous intéresser à ce projet? Alors, mon métier aujourd'hui, c'est directeur d'une entreprise adaptée pour personnes handicapées à Montauban et je m'intéresse aux monnaies complémentaires depuis maintenant presque 10 ans. Je suis administrateur au niveau du Conseil national du Sol, en fait, qui est une association à but non lucratif. Et en fait, la connexion s'est faite avec Jean-Paul, en fait, il y a déjà quelques années, qui lui aussi est un féru des monnaies complémentaires. Et lorsqu'il a été élu sur la liste de Pierre Cohen, en fait, il m'a rappelé, il m'a dit « Ça y est, Fred, il faut qu'on lance le Sol sur Toulouse ». Et je me suis empressé, bien sûr, de venir rejoindre l'équipe locale. Alors Jean-Paul Plat, vous êtes conseiller municipal communiste à la mairie de Toulouse, en charge du dossier de l'économie sociale et solidaire. Votre parcours par rapport à cette économie sociale et solidaire pour en arriver à aujourd'hui la mission que vous avez au sein de la majorité municipale? Moi, je suis de formation travailleur social, pour commencer. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé dans la rue avec les gens donc, mis en exclusion ou mis au chômage. Ce qui fait que ça m'a amené à un certain moment de ma vie à me mettre moi aussi au chômage et de créer des entreprises solidaires qui devaient répondre à des besoins. Je ne savais pas que je faisais de l'économie solidaire. On a créé à cette époque-là pas mal d'entreprises. Et au fur et à mesure, donc, je me suis passionné pour cette démarche de développement autrement. Et donc j'ai été amené aussi à créer des régies de quartier. J'étais aussi directeur de régie de quartier, de la régie de quartier de Bellefontaine au Mirail. Et passionné donc par ce développement, vice-président de l'ADPES, de l'Agence de développement et de promotion de l'économie solidaire sur Midi-Pyrénées. Donc développer des structures d'entreprises solidaires, surtout Midi-Pyrénées. Mais j'ai remarqué que c'était pas facile tout le temps, qu'on n'en pouvait pas avoir le bouton pour décider. Donc j'ai eu la chance par hasard de pouvoir être effectivement élu sur la liste de Pierre Cohen, mais en tant qu'élu effectivement communiste. J'avais donc demandé à avoir l'économie sociale et l'économie solidaire pour mettre en place les outils pour pouvoir développer cette démarche-là. Et alors les monnaies complémentaires, et puis on parlera des autres projets de la mairie en fin d'émission sur ce sujet de l'économie sociale et solidaire. C'était pas dans le programme de Pierre Cohen candidat. Comment c'est arrivé et comment vous avez réussi à le convaincre? Alors, ce qui était dans le programme, c'était quand même un développement solidaire et Toulouse beaucoup plus solidaire. Donc, ce qui a permis de mettre en place des outils dont on parlera tout à l'heure pour la création d'entreprises solidaires, mais aussi, quand on veut être complet, effectivement, l'utilisation, donc, on va dire, de la monnaie et montrer qu'effectivement, l'homme et la femme sont au centre
de la société. Donc par là, ils sont là pour utiliser la monnaie et non pas le contraire. La monnaie n'est pas là pour utiliser les hommes et les femmes. En gros, la monnaie n'est pas une fin en soi. D'accord ? L'argent n'est pas une fin en soi. Mais c'est bien qu'un outil. Donc c'est à partir de là qu'on s'est dit qu'effectivement, avec Frédéric, que la mise en place des monnaies complémentaires permettrait d'avoir une démarche, on va dire, éducative auprès de la population, mais une démarche aussi politique d'un développement économique complet autrement. Alors vous avez réussi à convaincre le maire, ce projet est bien amorcé, on avait déjà reçu Frédéric Bosquet à l'automne, là les premiers sols vont être édités donc à la fin du mois d'avril et puis on pourra s'en procurer début mai. Est-ce que c'est la première fois qu'une collectivité de l'importance de Toulouse s'engage dans ce type de projet? Parce que des monnaies complémentaires et des systèmes d'échange locaux divers et variés, on l'a déjà vu, mais plutôt dans des réseaux militants ou associatifs. Là, avec une collectivité comme Toulouse. Oui, il y a déjà des collectivités qui se sont investies dans cette démarche, puisqu'il y avait la ville de Lille, il y a Grenoble, il y a Rennes. Donc ce sont des villes quand même assez importantes. Maintenant, on est vraiment la ville la plus importante qui se lance dans cette démarche-là, quoi. Alors, on va rentrer un peu dans le détail, parce qu'il y a beaucoup de questions. J'ai lu hier avec attention tous les commentaires suite à une publication d'un article dans la Dépêche du Midi, auquel j'ai cru comprendre que vous aviez aussi apporté votre contribution, Frédéric Bosque. Alors ces billets, on a pu en voir quelques-uns tout à l'heure sur le téléphone. Qui est-ce qui les produira et est-ce que c'est légal? C'est une première question qui revient. Est-ce que c'est légal de faire de la monnaie aujourd'hui en France? Alors légal, oui. Il faut savoir que le SOL est un projet qui au départ a été mis en expérimentation par l'Europe, puisqu'il a été financé pendant 3 ans dans sa phase d'expérimentation qui a duré de 2006 à 2009. D'autre part, nous rentrons dans le cadre du Code monétaire et financier, article L531A et je crois, si je ne me trompe pas, L345. C'est-à-dire que nous n'émettons pas une monnaie à partir de rien. Nous commençons par prendre de l'euro quelque part, on le dépose sur un compte bloqué au crédit coopératif et au crédit municipal. Et en échange de cet euro bloqué en fait sur ces 2 comptes-là, à ce moment-là, nous émettons en contrepartie en fait un bon d'échange, un coupon d'échange, qu'on appelle aussi monnaie complémentaire, mais qui est un coupon d'échange, qui va ensuite circuler à travers un réseau d'acteurs qui sont des adhérents du réseau. C'est-à-dire que c'est un réseau d'acteurs en fait qui doit être adhérent en fait au sol violette. S'il n'est pas adhérent au sol violette, il ne pourra ni payer un sol ni recevoir du sol. Donc on a bien une contrepartie en euros qui est bloquée, c'est pas une émission de billets comme ça à tir à l'arigot. 2, c'est à travers un réseau d'acteurs qui sont tous adhérents de ce réseau, donc n'importe qui ne peut pas utiliser les sols, même s'ils sont entiers en euros. Et troisième point, le sol est une monnaie fondante, c'est-à-dire on ne peut pas la thésauriser. Donc comme vous le savez, pour qu'une monnaie soit une monnaie, il faut qu'elle ait 3 fonctions. Une fonction d'unité de compte, une fonction d'unité d'échange et une fonction d'unité de réserve de valeur. Le sol n'a pas de réserve de valeur, puisque si vous gardez les sols et que vous ne les dépensez pas, en fait, vous ne pourrez pas donc thésauriser cette monnaie. Et le dernier point très important, le sol donc a une durée de vie. Votre coupon d'échange, il est valable 3 mois. Et au bout de 3 mois, vous devez le réactualiser en fait pour le remettre en circulation. Donc on a rencontré avec Jean-Paul Plat, qui va vous en parler d'ailleurs, la Banque de France, et ça s'est très bien passé. Après, moi je crois que c'est bien aussi de ne pas être tout le temps dans les clous, quoi. Alors Frédéric, lui, il a une démarche, une explication qui est très rationnelle, d'accord, qui est ce qu'elle est, mais en même temps, lorsqu'on crée une monnaie complémentaire, ce n'est quand même pas rien, ce n'est quand même pas quelque chose qui existe partout, et quelque part, on veut aussi bouger les normes qu'on nous apprend depuis la petite enfance, d'accord, et se dire qu'effectivement, on pourra orienter nos achats vers le développement durable, tout ce qui est environnemental, etc., c'est une chose, mais dire aussi que nous avons pris la décision politique, je dirais au niveau de la ville, que cette monnaie aille le plus possible vers les gens qui sont mis en exclusion, mis au chômage, et que ces gens-là, ce sera un pouvoir d'achat supplémentaire pour eux, non pas pris sur leur argent, mais c'est un pouvoir d'achat supplémentaire qui leur arrive. Oui, c'est une décision politique, et oui, c'est une décision politique qui sort des clous. Et moi, ça me va bien. Alors au niveau c'est une expérimentation, tout Toulouse ne sera pas concerné, il y a un quartier en particulier qui est concerné, 27 000 € qui sont mis sur la table.
Cet argent va être dans un premier temps, là, début mai, échangé en sol, on l'a bien compris, et ensuite à qui il sera donné, et ça viendra de la mairie, cette première action? Oui, alors d'abord, il n'y a pas un quartier, il y a plusieurs quartiers. C'est quand même un territoire de 100 000 habitants où on aura donc le Grand Mirail, ça veut dire Bellefontaine, Rennery, Mirail Université, Bagatelle, Farouette, mais aussi un axe, 2 routes parallèles. L'avenue de Seille, c'est l'avenue de Muret, la route de Seille, c'est l'avenue de Muret, et de l'autre côté, parallèle, l'avenue de l'URSS et boulevard Saint-Michel, où on va retrouver effectivement en Palot-Rangueil, mais aussi des quartiers mixtes. Ces 2 avenues allant jusqu'au centre-ville, c'est-à-dire aussi un territoire avec un peu plus de moyens, parce qu'il faut que cette monnaie soit utilisée par tous et partout. Donc ça, c'est quand même un premier point qui est quand même très, très, très important. Ça représente un quart de la population. Oui, c'est un quart de la population, et on espère qu'effectivement, ça va fonctionner comme ça. La deuxième partie de la question... C'est sur les 27 000 euros, qui y aurait droit et est-ce que ça se substitue à des aides existantes, ou c'est quelque chose qui arrivera en plus? Alors, d'abord, le budget qu'on a voté à la ville de Toulouse, c'est 120 000 euros, d'accord, sur l'action du sol. 120 000 euros sur l'action du sol, et sur ce 120 000 euros, il y a 27 000 euros qui sont transformés effectivement en monnaie complémentaire. Ça veut dire qu'il y a aussi d'autres financements qui servent au fonctionnement de la monnaie, mais qui servent aussi, au suivi, qui servent aussi à aider les associations qui aideront les chômeurs, par exemple, à avoir ces monnaies complémentaires, à les suivre, etc. Alors, ces 27 000 euros vont être effectivement gagés, comme on dit, et ça va permettre effectivement au départ de mettre d'abord au départ 9 000 euros sur le marché, donc 9 000 sols, puisqu'un euro est égal à un sol, et qu'ensuite, au fur et à mesure de l'avancée, des demandes qu'on va avoir, etc., le reste de la monnaie pourra aussi servir de gage et de pouvoir sortir donc du sol dans les 2 banques qui vont travailler avec nous, le crédit coopératif et le crédit municipal. Et je tiens à le dire aussi en parenthèse qu'on est la première expérience où il y a 2 banques en France, puisque jusqu'à maintenant, il n'y avait que le crédit coopératif au niveau national qui agissait sur les monnaies complémentaires. Alors, est-ce que c'est aussi... est-ce que c'est de l'argent supplémentaire pour les plus précaires? Oui, c'est de l'argent supplémentaire. Nous travaillons avec les associations de chômeurs, je pense à Théocèse, je pense à la Maison Avenir, je pense à Partage Farouette, qui vont avoir un porte-monnaie, on va dire, sol, qu'elles vont effectivement amener à des familles dans les plus grandes précarités possibles, et elles vont pouvoir donner à ces familles-là 30 sols. On va le dire, 30 sols qui vont permettre à ces familles peut-être de vivre mieux, mais aussi de vivre autrement déjà, quoi. Alors si vous voulez bien, on va essayer de suivre l'itinéraire d'un des premiers billets qui pourrait être distribué donc à une de ces familles. Une des utilisations possibles, c'est l'alimentaire, par exemple. Donc dans quel type de structure pourra-t-on utiliser ce sol? L'alimentation, lorsqu'on avait travaillé, quand même, il faut savoir que c'est un travail d'équipe. Moi, personnellement, je suis, par exemple, aujourd'hui, que l'outil d'un travail d'équipe pour permettre la création du sol. Mais c'est un travail qui a été fait par une équipe, par un ensemble de gens. Souvent, je dis, on est 150 personnes à avoir travaillé là-dessus. Des habitants, des associations, des entreprises, des banques et des élus. Et on est arrivé à la finalisation, effectivement, de tout ça. C'est donc important. Donc, si on suit, effectivement, donc, un sol, le sol qu'on va suivre, c'est aussi par rapport à ce que les gens nous ont demandé. Ils nous ont demandé de pouvoir dépenser cette monnaie dans l'alimentaire, mais pas que, dans le transport, très important, et aussi dans le loisir, c'est très important, parce que les gens précaires disent, nous, le loisir, avec le peu que l'on a, nos enfants, ils ne vont pas dans les centres de vacances ou vont acheter des bouquins, etc. C'est pas vrai. Par contre, si cette monnaie est orientée là-dessus, ça nous permettra, puisque c'est des moyens supplémentaires, de pouvoir le faire. Donc l'alimentation, c'est des Biocoop, c'est des AMAP, c'est des épiceries sociales et solidaires. Donc il y en a à peu près sur tout le territoire là, des 100 000 habitants. Le transport, c'est Tisséo, mais c'est aussi Mobilib, sur la voiture partagée. C'est aussi la Maison du Vélo. C'est dans les loisirs Cinéma Utopia, l'ABC, les médiathèques et bibliothèques. C'est les musées, puisqu'on a le musée de l'abattoir qui rentre dans cette démarche. Et on a rajouté un 4e point, c'est aussi les petits services, si on a besoin d'un peintre, carreleur, etc. Donc les régies de quartier rentrent dedans. On a besoin d'arranger sa voiture, on ira au garage associatif.
au garage, parce qu'il va y avoir un deuxième garage sur la file là bientôt, donc associatif. Donc on a mis quand même un maximum d'entreprises. Aujourd'hui, au départ, on voulait avoir 15 à 20 entreprises. Là, on est à 40 entreprises aujourd'hui qui rentrent dans le projet. Donc, le projet plaît. Et ce qu'on pourrait rajouter aussi, ce qui est important, c'est le fait que bien sûr tout Toulousain qui sera sur le territoire d'expérimentation pourra se rendre chez nous, soit chez les deux banques, le Crédit Municipal et le Crédit Coopératif, soit auprès de nos partenaires relais qui sont des prestataires qui accepteront de faire la conversion en sol, pour pouvoir échanger leur euro en sol. Puisqu'il est extrêmement important de dire que l'idée de transformer son euro en sol, c'est vraiment là un acte militant. Ça permet de transformer l'euro finalement en une monnaie qui est affectée en fait et qui va circuler à travers un réseau d'acteurs agréés qui respectent l'homme et la nature. Donc changer ces euros en sol, c'est vraiment un acte très fort. Et d'ailleurs sur les billets, vous verrez derrière le billet, vous verrez une phrase qui dit « Faites de votre monnaie un bulletin de vote ». C'est pas rien, c'est extrêmement important de le dire pour que les citoyens considèrent que leur monnaie maintenant, c'est plus que de la monnaie. Ça peut être un bulletin de vote qu'ils peuvent utiliser tous les jours pour distinguer socialement des acteurs qui ont une véritable utilité commune. Et pourquoi avoir choisi une zone limitée comme ça? Et est-ce que tout Toulouse, voire le Grand Toulouse, sera concerné bientôt? Parce qu'effectivement, il fallait qu'on ait d'abord quand même un territoire d'expérimentation pour voir comment cela peut tourner. Donc il ne fallait pas non plus que ça soit tout Toulouse, ça aurait été trop important, surtout avec l'outil que l'on met en place de suivi. Donc fallait prendre donc son temps. Donc le choix, c'est qu'on voulait avoir des territoires effectivement politiques de la ville, des territoires mixtes, d'accord, avec des populations qui travaillent, d'autres qui ne travaillent pas, et des territoires, moi je veux le dire, un peu plus bourges et bobos, donc voilà, et voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, c'était ça. Le but, c'est que si tout marche bien, en 2012, au courant 2012, on ait l'expérimentation qui après va sur tout Toulouse, et en 2014, sur la communauté urbaine, quoi. Alors si on continue la vie de notre sol, on va acheter des salades à la Biocoop. La Biocoop, elle a ses sols, qu'est-ce qu'elle peut en faire? Alors, elle peut faire plusieurs choses. Elle peut faire trois choses. La première chose qu'elle peut faire avec ses sols, en fait, elle peut les redonner sous forme de points de fidélité à des clients qui vont acheter certains types de produits qui respectent l'homme et la nature. Donc, on peut donner des sols en contrepartie d'un geste éco-citoyen. Alors, c'est extrêmement important de bien comprendre pourquoi c'est préférable de donner des sols plutôt que de faire des remises. Parce qu'on a un gros problème au niveau économique aujourd'hui, c'est que tous les prix sont tirés à la baisse, en fait. Et pourquoi? Parce que comme il y a très peu, finalement, de transactions dans l'économie réelle en monnaie, forcément, on cherche à capter cette demande solvable en fait. Alors du coup tous les prix vont à la baisse et comme vous savez dans un prix il n'y a toujours que deux choses, il y a de la matière première et du travail. Donc plus vous baissez les prix et moins vous avez de travail et moins vous avez de matière première de qualité. Donc l'idée de plus faire de remise mais plutôt d'offrir du pouvoir d'achat supplémentaire affecté, comme par exemple la donnée du sol, ça permet finalement de repartir à une spirale à la hausse, mais pas à la hausse au détriment des consommateurs, puisque les consommateurs vont recevoir de l'argent en plus, mais cet argent va être fléché pour alimenter un réseau qui respecte l'homme et la nature. Donc là aussi, cette façon finalement de transformer des remises en pouvoir d'achat affecté, c'est un autre moyen de faire circuler de la monnaie au service des hommes et de la nature et de maîtriser où va l'euro. Donc première chose, le commerçant va pouvoir transformer ses euros en points de fidélité sol. Deuxième chose, ensuite, il pourra tout à fait, s'il le souhaite, acheter des produits qui respectent l'homme et la nature dans le réseau. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas du King Goer, le fromager qui accepte le King Goer. Alors, le King Goer, c'est une monnaie allemande. Voilà, c'est ça, ouais. C'est notre petite monnaie référence qui est aujourd'hui, mine de rien, quand même à 4,5 millions d'euros de transactions tous les ans. Donc, ça commence à devenir important. Eh bien, le fromager, il achète son lait en sol. Et il paye une partie des salaires avec l'accord de ses salariés en sol. Et là, on voit qu'on rentre dans un réseau, effectivement, qui peut s'alimenter, se développer. Donc, il pourra lui aussi acheter des produits en sol autour de lui. Et la troisième chose qu'il peut faire, c'est qu'il pourra rendre la monnaie en sol. Alors, c'est-à-dire que quand un consommateur viendra et ne connaît pas le sol, tout simplement, il pourra lui dire « Mais est-ce que vous voulez que je vende dans la monnaie en sol ? Ah, mais c'est quoi le sol ?» Et là, il lui expliquera ce qu'est le sol, il la fera adhérer et la personne repartira avec des sols qu'elle pourra échanger sur le réseau. Donc, trois façons de refaire circuler le sol, par une augmentation d'un pouvoir d'achat affecté, par l'achat entre entreprises de produits et de services et par la redistribution des sols sous forme de rendu de monnaie. Alors, une question qui revient souvent sur la TVA aussi. C'est une monnaie comme l'euro, donc... Toutes les consommations sont assujetties à la TVA comme les autres types d'achats. Voilà, il n'y a aucun problème. Puisqu'un sol, en plus, c'est égal à 1 euro, il suffit de convertir et de le déclarer en tant que tel.
Et le fait de ne pas laisser le choix finalement aux personnes qui ont ces sols, je pense à la première catégorie qui était visée, ne pas laisser le choix de pouvoir acheter dans n'importe quel commerce des produits alimentaires, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut être gênant par rapport aux personnes, en disant voilà, vous avez cette monnaie-là, mais par contre vous pouvez pas l'utiliser dans tous les magasins. Mais le travail qu'on a fait, moi j'ai beaucoup travaillé avec les chômeurs, entre autres sur cette monnaie. Et les chômeurs disent, si on nous donne les moyens de ne pas manger de la merde, eh bien on est d'accord de ne pas manger de la merde, quoi. D'accord. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on nous donne à manger, c'est effectivement ce qu'il y a le moins cher. Et lorsqu'on veut, par exemple, aller dans une AMAP et qu'on nous dit que c'est à 15 € le panier ou à 17 € le panier, pour nous, c'est extrêmement cher. Si aujourd'hui, on nous dit qu'on a une monnaie fléchée et que dans cette monnaie fléchée, on a 17 sols qu'on va pouvoir aller donner sur le panier de la MAP, on est d'accord. Parce qu'on a envie de manger autrement, on sait qu'on va y gagner aussi au niveau de la santé, etc. Donc on est entièrement d'accord. Après, je crois aussi que c'est être militant de dire aussi, il faut que la monnaie soit bien un outil de choix et de choix de qualité de vie. Et donc on permet à ceux qui effectivement ont cette monnaie d'avoir un choix de qualité de vie. Et non pas effectivement avec l'euro qui les oblige, parce qu'ils en ont peu, à aller dans des endroits où l'alimentation, ou voire le transport, ou même les loisirs sont très chers et ils ne peuvent pas effectivement par exemple y aller, quoi. Donc voilà, moi je crois que non, je pense que c'est très bien. J'espère qu'effectivement on va pouvoir développer ce choix pour les personnes. Après, elles ont le choix, c'est de dire, moi le sol, j'ai toujours envie d'aller dans un magasin où je vais acheter des produits qui sont pas chers et qui ne sont pas tellement bons. À ce moment-là, elle n'aura plus de sol, ou le sol servira à autre chose, d'accord. Mais le choix dans l'alimentation, en général, les gens, quels qu'ils soient, ont envie de manger sainement, quoi. Et avec son sol, on peut toujours le transformer en euros si on le souhaite. Ah, ça par contre, d'abord pas dans l'expérimentation. Non, pas dans l'expérimentation. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les entreprises qui voudront changer leur sol en euros, parce qu'elles en ont trop, ou soi-disant elles n'arrivent pas à le dépenser, mais ça on se débrouillera pour qu'elles arrivent à avoir un circuit. Elles auront 5% effectivement de taxes avant le changement, donc ça fait réfléchir. Et c'est pareil, lorsqu'on arrive à la fin du sol, on a une taxation, on va dire, de 2% si on n'a pas dépensé son argent, quoi. Et les commerces qui participent au sol seront dans les secteurs concernés ou aussi au-delà des secteurs ? Alors ils seront dans les secteurs concernés pour ceux qui recevront... ils seront sur les secteurs concernés sur ceux qui recevront les sols affectés. Donc on appelle ça des sols affectés, c'est-à-dire c'est une monnaie affectée par la mairie en fait. Donc ils devront être sur le territoire en fait. Par contre pour ceux qui ne seront pas sur le territoire, comme l'objectif quand même de l'expérimentation, c'est ensemencer à la fois les solistes et les prestataires qui voudront nous rejoindre, eh bien ils auront la possibilité de s'adosser en fait au projet. Mais par contre eux devront transformer des euros en sol, pour donc gager des euros contre des sols pour pouvoir les mettre en circulation. Mais effectivement, des gens qui ne sont pas dans le terminatoire d'expérimentation pourront, s'ils amènent des euros, étendre le sol. C'est d'ailleurs ce qu'on voudrait voir, hein, puisque notre objectif c'est de montrer qu'à l'issue de l'expérimentation, donc de ces 27 000 euros initiaux en fait, on aimerait faire 30, 40, 50, 60, 70 000 euros de sol supplémentaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous-même, vous allez être par exemple des acteurs de ce développement-là. On parle des 27 000 euros de la mairie. On espère que ça ne sera qu'une goutte d'eau dans ce qui va arriver. Parce que si vous, moi et d'autres, on va chacun transformer au moins 100 euros par mois en sol, je veux dire, il suffit qu'on soit 100 ou 1000, tout de suite, ça va amener une masse d'argent beaucoup plus importante. Et comme vous allez le dépenser la première fois, mais les autres fois, ça va pas être vous qui allez le dépenser, ça va être d'autres qui vont le dépenser. Donc, vous allez contribuer effectivement à cette démarche-là. Le but, c'est qu'effectivement, on arrive à faire en sorte que tout le monde soit intéressé et qu'on multiplie, je dirais, le coup de pouce ou l'impulsion que la mairie donne actuellement. Mais ce n'est qu'une impulsion, quoi. Il faudrait que ça soit... Donc le succès dépend aussi de tous les Toulousains, de la participation. Absolument. Et ce qui est très important aussi de prendre en compte, parce que souvent on voit la monnaie comme un stock. Hein. Souvent, on voit la monnaie comme étant le stock d'argent qu'on a sur son compte en banque ou le stock d'argent qu'on a dans son porte-monnaie. Mais nous, justement, on dit c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est quand la monnaie circule. D'ailleurs, vous verrez sur les petits coupons billets, puisque c'est vraiment l'objectif d'éducation populaire. Hein, vous avez une phrase au dos du billet qui dit « La richesse se crée quand la monnaie circule hein, ». Donc, si j'ai 1 euro en ce moment-là, est-ce que je le donne à Jean-Paul et qu'en échange, il me donne quelque chose, puis ensuite que cet euro, il vous le donne à vous et que vous lui donnez quelque chose et que vous-même, vous le donnez
donner à une troisième personne, ben avec 1 euro, on va avoir 3 unités de richesse et 1 seul euro en poche. Mais en attendant, on aura créé 3 fois plus de richesse. Et c'est justement l'objectif des monnaies complémentaires. Avec le sol aussi, voilà. Avec le sol, c'est vraiment de faire circuler la monnaie le plus rapidement possible pour augmenter la quantité de richesse produite. Et richesse, bien entendu, qui respectera l'homme et la nature. Il n'est pas question de rentrer dans une croissance à la folie, mais c'est plutôt une bonne croissance, entre guillemets. Et la gestion de cette monnaie, ça se fera entre les différents acteurs qu'on a cités depuis le début de l'émission? Oui, enfin, la gestion va se faire par un comité local d'agrément du sol. Ce comité local d'agrément du sol a été mis en place, on va le dire, en fin de compte, depuis 1 an et demi, puisque c'est les groupes qu'on a mis en place, que j'ai cités tout à l'heure, associations citoyens, les entreprises, les instituts financiers et puis la collectivité. Donc voilà, donc c'est eux qui agréent les entreprises. Et il y a une charte donc, qui a été créée pour que les entreprises soient agréées. Mais comment dire ça, c'est une charte aussi, on n'est pas des ayatollahs de l'économie solidaire. On donne aussi la possibilité d'une démarche de progrès pour les entreprises, c'est ce qui me semble important. Pour avoir la charte, c'est 21 points. D'accord ? Si on a 8 points, on pourra avoir un agrément provisoire pour effectivement avoir du sol dans son entreprise. Après, on propose un accompagnement, une démarche de progrès aux entreprises pour aller le plus loin possible. Ce qui veut dire aussi qu'une entreprise qui n'arrive pas à 8 points, qui voudrait avoir du sol, on peut lui proposer une démarche d'accompagnement pour qu'un jour elle arrive à ces 8 points-là. Le but, c'est de changer la société. Moi, pour être très clair, changer la société, c'est pas leur dire vous êtes bon et vous n'êtes pas bon. C'est leur dire vous n'êtes pas bon aujourd'hui, mais vous allez être bon demain. Donc, on vous accompagne pour être bon demain, quoi. Et ça, pour une collectivité, c'est vrai que les armes traditionnelles pour changer les choses, il y a... Bon, on peut mettre des subventions, on peut mettre des règles, des normes. Le fait de rentrer vraiment dans l'économie, c'est un levier nouveau. Alors, c'est un levier nouveau, mais en tout cas, pas nouveau pour notre équipe. Puisque, lorsqu'on est arrivé, il n'y avait pas effectivement de délégation à l'économie sociale et solidaire. Donc, il a fallu le mettre en place. Et un des premiers points que nous avons mis en place avec des tas de partenaires, c'est la mise en place d'un outil de développement et de création d'entreprises solidaires. Cet outil s'appelle IRLIS. Il est unique en France. Il n'existe pas ailleurs dans d'autres villes. Cet outil, c'est celui qui a son projet dans la tête avec d'autres. Il va à la banque, il se fait jeter, d'accord ? Il nous écrit à la mairie, puis il nous dit, voilà, moi j'ai un projet, j'ai envie qu'il soit effectivement social, qu'il soit humain, mais en même temps, il faut en vivre économiquement, etc. Il nous envoie son projet, on le lit dans une commission, même si le projet n'est pas complet, etc. On voit l'idée même du projet. Par exemple, je veux créer une entreprise de toilettes sèches, la banque que vous jette. Sauf que nous, on voit que dans les toilettes sèches, c'est important parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de festivals, etc., qui en ont besoin. Mais qu'après, les déchets organiques, on peut les utiliser comme compost et que donc on peut vendre des composts pour faire effectivement l'engazonnement chez les privés ou dans les collectivités, etc. Donc du coup, ça fait plusieurs ressources possibles. Nous, on dit, tiens, c'est intéressant. Eh bien, on va suivre effectivement ce projet et on nomme donc une structure économique, mais une structure de professionnels qui va suivre ce projet-là. C'est nous qui les payons. Le projet arrive à la fin. Une fois qu'il arrive à la fin, ils ont le droit à la possibilité d'avoir un prêt solidaire. Et un prêt solidaire, pas un microcrédit. Un prêt solidaire d'une valeur de 60 000 €. C'est-à-dire vraiment créer une entreprise. Et quelle est la différence avec un autre prêt ? C'est que nous, notre prêt jusqu'à 30 000 € pour une association, c'est à 0%. Et j'ai 2% jusqu'à 60 000 €. D'accord ? Ensuite, la première traite peut être remboursée au bout de 2 ans. Allez dans les banques, essayez de dire vous allez rembourser la première traite au bout de 2 ans. Ça permet à l'entreprise de lever la tête. Donc aujourd'hui, par exemple, pour la ville, aujourd'hui, au bout de 20 mois de fonctionnement, on est à une centaine d'entreprises accompagnées avec une moyenne de 5 emplois créés par entreprise. Donc 500, voilà. Donc ça, on est rentré dans l'économique, on est rentré avec la monnaie, on est rentré dans les marchés publics, on a mis effectivement la clause d'insertion, une clause d'insertion sur tous les marchés publics qui n'existait pas auparavant. Une clause d'insertion où, par exemple, dans l'alimentation, quelqu'un qui a le marché des cantines, on va lui dire alors comment vous faites l'insertion ? Est-ce que vous amenez aussi des repas qui sont sains, enfin, etc., etc. Donc du coup, aujourd'hui, on a mis ça sur l'ensemble des marchés. Alors, l'année dernière, ça a été le lancement. On a eu 152 équivalents de temps plein qui ont été créés comme ça. Cette année, on va tourner autour de 350 équivalents de temps plein qui sont créés comme ça. C'est un tout. Oui, on est rentré dans l'économie. Et peut-être tant qu'on y est, avant de passer à quelques dernières questions sur l'économie, la monnaie complémentaire, le sol et puis le revenu d'existence, sur le projet qui va voir le jour de Arnaud Bernard de marché avec
c'était pas les puces qu'il y avait avant, c'est avec un autre projet où la mairie sélectionnera 50 voire 100 personnes qui pourront vendre sur ce marché-là. Comment ça va se passer? Quel est l'esprit? Alors l'esprit, c'est que ceux qui ont le moins de moyens et qui ont la possibilité de vendre effectivement certaines choses puissent le faire, mais puissent le faire aussi d'une manière un peu plus, je dirais, encadrée pour les aider à aller le plus loin possible. Alors il y a une association qui va les encadrer, qui va les suivre, et en même temps, c'est effectivement leur permettre d'avoir un mini revenu, mais en même temps d'avoir effectivement le jour où ils vont sur le marché, des travailleurs sociaux, des responsables médicaux qui peuvent venir effectivement les voir, les accompagner. Si c'est une personne âgée, elle aura peut-être besoin d'un accompagnement médical, elle n'ose pas y aller parce qu'elle n'a pas beaucoup de revenus, et bien là, il y aura l'accompagnement médical. D'autres, c'est des plus jeunes, des étudiants qui sont dans la galère, qui ont besoin de trouver aussi un logement, et bien il y aura des personnes qui pourront les orienter vers un logement possible, enfin, etc. Il y aura donc en plus de l'accompagnement pour faire en sorte que ces personnes qui sont en précarité ne puissent pas rester en précarité tout le temps et qu'ils puissent avoir effectivement des outils qui les aident effectivement à mieux vivre, d'accord ? C'est ça qui est le plus important dans ce que l'on met en place. Ça sera à partir de quand et quel jour? C'est le samedi ou le dimanche? Je me souviens plus. Alors ça sera normalement le dimanche, ouais. D'accord ? Et à partir de quand? Normalement à partir du mois de mai. Voilà. Et son nom, c'est Linquet, c'est ça? Voilà, c'est ça. Oui. C'est lié aussi au nom de la place et de l'histoire qu'il y a autour de tout ça, quoi. Alors sur les monnaies, le sol qui va voir le jour, donc début mai, peut-être une dernière question. Tous les aspects techniques où on peut trouver les infos sur le site de la mairie? Parce qu'il y en a d'autres questions qui peuvent se poser, mais on n'a pas le temps de toutes les aborder. Alors on a créé un site qui s'appelle www.sol-violette.info. Sur ce site, c'est le site de l'expérimentation du sol, donc vous y trouverez des nouvelles, vous y trouverez un petit endroit où vous pouvez vous inscrire si vous voulez dans une newsletter pour recevoir les informations liées au sol au quotidien. Là on démarre le projet, donc les premières news vont commencer à sortir là, toutes les semaines, une fois qu'on aura lancé le sol à partir du 5-6 mai. Vous y trouverez aussi tous les partenaires ainsi que leur emplacement sur la ville de Toulouse, avec un clic sur le petit... sur le partenaire, et vous aurez qu'est-ce qu'il vend, où c'est qu'il se trouve, son adresse et une situation sur une carte géographique. Et vous aurez aussi les endroits où vous pouvez aller vous procurer des sols dans la ville de Toulouse. Donc www.sol-violette.info. Violette, c'est qui a trouvé le nom là? Violette, c'est quand même toulousain, mais je vais vous raconter une petite histoire qui est vraiment très marrante qui nous est arrivée aujourd'hui. Ouais. On a reçu un courrier, j'ai reçu un courrier à mon bureau aujourd'hui, d'une dame qui nous écrit en disant « C'est super ce que vous faites, je vous soutiens ». D'autant plus que mon nom de famille c'est Sol et mon prénom est Violette. Ah oui. Et c'est la réalité en plus, donc c'est vraiment assez extraordinaire. Vous allez lui donner un billet c'était membre d'honneur. Mais moi j'aurais eu envie de vous poser une question. Qu'est-ce que vous feriez vous si vous aviez du sol violette? Du sol violette. Bah alors ici à Radio Éphémère on a une AMAP, il faudra en parler au producteur s'il accepte les sols. On invite les auditeurs d'ailleurs s'ils le souhaitent, s'ils sont du quartier là, des minimes de nous rejoindre. Après le sol, pour la cantine des enfants, j'ai entendu parler de ça, que ça serait possible, ça peut être intéressant. Pour aller au ciné, c'est bien ça. On va aller au ciné, pour ceux qui n'ont pas d'enfants encore. À l'Utopia, ou à l'ABC. Et comment vous allez faire pour faire connaître un peu, bon là il y a des articles dans les journaux, mais est-ce qu'il y aura une campagne de communication un peu forte? Est-ce que les habitants de ce quartier vont recevoir chacun une pièce de un sol pour initier? C'est peut-être beaucoup ça. Est-ce qu'il y a un événement prévu en grande pompe, un lancement en grande pompe? Alors bien sûr on va communiquer sur le sol. Il y aura trois supports de base. Le premier support c'est donc un triptyque en fait, un petit triptyque qui va être édité et qui explique ce qu'est le sol, ses enjeux sociétaux et comment on fait pour s'en procurer sur Toulouse. Le second c'est une carte de la ville de Toulouse sur laquelle seront positionnées toutes les entreprises qui participent, avec réparties par grands domaines qu'on a parlé, alimentation saine, services de proximité, transport et loisirs, culture et sport. Et puis donc ça c'est une petite carte qui sera pliée et qui permettra aux gens de se balader dans Toulouse pour trouver les prestataires. Et puis surtout dans l'expérimentation, on va lancer donc 500 premières cartes. Donc sur ces cartes-là, en fait, on va plutôt les donner via les prestataires qui seront agréés par le sol, et on va plutôt les donner à des personnes qui ont des gestes éco-citoyens. Et on espère qu'à travers ces ambassadeurs du sol, les premiers ambassadeurs du sol en fait, qui vont avoir des cartes sol et qui auront des sols violettes, ils
pourront en parler autour d'eux. Et à ce moment-là, avec leur téléphone, en fait, ils pourront, entre guillemets, essaimer autour d'eux, puisqu'ils pourront envoyer des sols violettes par leur téléphone à d'autres Toulousains, qui, une fois adhérents, pourront transformer ces sols violettes de leur téléphone en coupons billets et acheter dans les magasins. Donc notre objectif, c'est vraiment par essaimage, en fait. C'est un petit peu comme un virus, le sol violette, un virus positif. Il s'étendra normalement via les solistes, on appelle ça des solistes, ou les prestataires sols. Après, il y aura aussi donc le journal de la ville qui est distribué donc partout, qui va faire donc des articles à la sortie donc, du sol. Ça, c'est un des premiers points. Il va y avoir le 6 mai, on va être à l'inauguration effectivement du sol. Donc le soir du 6 mai, il va y avoir un débat avec Claude Alfandéry, avec effectivement un économiste qui va venir, et puis aussi des gens qui ont lancé ça à Grenoble, à Lille, etc. Donc c'est une manière aussi d'en discuter, d'essaimer, etc. Et puis moi je propose à FMR de faire d'autres émissions donc là-dessus, comme ça va essaimer aussi. Et par contre, aussi pendant le bilan, ça serait bien qu'un jour il y ait quelque chose sur le sol, mais pas avec nous. Avec ceux qui l'utilisent et que vous faites une émission avec eux sur comment ils le voient, comment ils l'ont utilisé, etc. Ça serait sympa, quoi. Bonne proposition, retenue. Alors sur ce sol, il y a eu d'autres monnaies complémentaires qui ont vu le jour, certaines avec un certain succès, on a parlé de l'exemple allemand, d'autres avec plus de difficultés, en tout cas qui ne touchaient pas autant de monde qu'on souhaiterait le faire ici. Qu'est-ce que vous a apporté, vous, comme innovation sur ce sol violette par rapport à d'autres qui existaient, qui avaient peut-être des aspects à corriger ? Alors sur le sol violette, il y a beaucoup d'innovations. D'abord, c'est la première expérience du sol coupon billet. C'est-à-dire en fait, jusqu'à présent, le sol se diffusait à travers une sorte de carte bleue en France. En France, Shingower est en vie. Absolument. Donc sur le sol, on utilisait des cartes sol en fait, donc comme des cartes bleues en fait, et on payait à travers des terminaux qui étaient chez les commerçants. Et puis nous, on a trouvé sur Toulouse que c'était encore un peu compliqué, et on voulait vraiment toucher le plus grand nombre, y compris des personnes donc en situation de précarité. Et donc on s'est dit mais pourquoi pas utiliser le coupon billet, parce qu'effectivement ça c'est vraiment un outil qui peut être utilisé par tout le monde sans forcément avoir une carte et un terminal. Donc on a donc innové avec ce coupon billet au niveau du sol, et surtout sur ce coupon billet vous y trouverez en fait un petit code à bulles en fait, qui est vraiment une innovation, alors là pour le coup mondial, c'est la première fois qu'on verra ça sur un coupon billet, qui est une innovation d'une entreprise qui s'appelle ProofTag, qui est en fait un code à bulles infalsifiable en fait, et qui permet finalement de tracer en fait les coupons billets chez les commerçants, et de vérifier que c'est bien des vrais coupons billets sol violette, donc ils seront infalsifiables. C'est une entreprise de Tarn-et-Garonne, je crois. Absolument, locale aussi. Oui, absolument, ouais. C'est vraiment une innovation extraordinaire, et en plus ça nous permettra, contrairement aux coupons billets traditionnels qu'on peut voir par exemple des expériences locales, de tracer en fait, d'avoir une traçabilité de ces coupons billets, et de voir comment ils circulent pour améliorer la circulation des coupons billets dans l'expérimentation. Coupons billets en papier recyclable. Et oui, coupons billets en papier recyclé, bien entendu. Jusqu'au bout. Et un dernier point aussi, une deuxième innovation qu'on a fait sur le sol violette, c'est l'utilisation du téléphone. Donc là aussi, c'est quand même quelque chose d'innovant, puisque ça n'avait pas été fait. Je pense qu'on doit même être, alors pour le coup, la première monnaie locale qui utilisera donc le téléphone. Donc il suffira simplement d'aller chez son commerçant avec son téléphone. Au lieu d'utiliser un terminal bancaire, le commerçant téléphonera sur un serveur en fait. Il rentrera votre numéro de téléphone sonnera. On vous dira voilà, tel commerçant souhaite débiter votre compte de X sol violette. Vous rentrerez votre code confidentiel comme sur une carte sur votre téléphone, et immédiatement le commerçant recevra la confirmation, et donc il sera encaissé. Après, autre innovation, on est la seule ville dans l'expérimentation à utiliser les transports aussi, donc on a trouvé les transports en commun, c'est quand même quelque chose d'important, quoi. Et on espère qu'effectivement, parce que c'est une demande importante pour les gens qui veulent se déplacer, qui n'ont pas d'autres moyens, quoi. Donc voilà, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est 2 banques, c'est la première fois qu'effectivement ça se fait. Donc voilà, et puis on espère qu'on sera aussi la première grosse réussite mondiale. On fait le point à la fin de l'année. On fait le point à la fin de l'année, ouais. C'est compliqué de convaincre les banques ou les entreprises privées de participer à ça, d'argumenter. Les entreprises solidaires, d'une manière générale, elles sont convaincues. Elles sont déjà convaincues. Donc, mais si on veut élargir un peu la base. Disons que certains sont intéressés, mais ils veulent savoir ce qu'ils ont à faire, quoi. Après, aujourd'hui, c'est aussi un phénomène qu'on a dans notre société, de dire il faut changer, il faut vivre effectivement d'une manière beaucoup plus territoriale et d'une manière beaucoup plus humaine. Donc
on trouve de plus en plus d'entreprises qui nous interpellent là-dessus, quoi. Donc voilà, après, les grands groupes, etc., ça c'est encore autre chose, hein, donc voilà. On a été très très bien reçus avec Jean-Paul Plat par la directrice de la Banque de France de la Haute-Garonne, Madame Chantal Boucher, par le TPG, donc trésorier payeur général, voilà, les impôts, hein. Et qui ont regardé donc d'un très bon œil cette expérimentation et nous ont apporté leur soutien en disant que c'était une opération intéressante pour l'économie et le développement local. Alors je rappelle à nos auditeurs que nous sommes avec Jean-Paul Plat, conseiller municipal à la mairie de Toulouse et en charge des dossiers économie sociale et solidaire, et Frédéric Bosque, coordinateur du Sol Violette. Alors Frédéric Bosque, on l'avait reçu à l'automne, il nous avait parlé longuement du Sol Violette déjà, qui était en préparation, et puis aussi il nous avait parlé d'autres innovations, on va dire économiques, qui feraient un peu bouger la société dans le bon sens. Donc on va essayer là pour la dernière partie de l'émission d'avoir un échange entre nous sur les deux autres piliers qui sont à côté de la monnaie indispensables selon vous pour aller plus loin. C'est des circuits courts à développer et puis le revenu d'existence. Alors dans l'actualité, je ne sais pas si on peut faire le lien, mais on a entendu Dominique de Villepin parler d'un revenu citoyen. Ou alors Europe Écologie Les Verts parlait là dans le futur programme d'un revenu de solidarité. Donc je ne sais pas si vous avez commencé à en convaincre d'autres ou si ça n'a rien à voir, mais expliquez-nous ce en quoi, pourquoi à côté de cette monnaie, deux autres piliers de ce type pourraient changer les choses. Alors, donc là, c'est vraiment un combat que tous les citoyens pourraient prendre en charge aujourd'hui, parce que vraiment, c'est vraiment ce qui va nous permettre de développer une économie au service de l'homme et de la nature. Bon, la monnaie, bien entendu, parce que sans monnaie, il n'y a pas de possibilité d'échange et de comptabilité, donc c'est important qu'on ait un outil qui nous permette de comptabiliser les échanges qui respectent l'homme et la nature. Et là, on a une monnaie pour ça qui s'appelle le sol, ou d'autres monnaies complémentaires, si d'autres monnaies complémentaires veulent effectivement s'adosser à ce respect de l'homme et de la nature. Mais les deux autres piliers sont aussi importants, qui sont les circuits courts et un revenu d'existence. Alors pourquoi les circuits courts en particulier ? Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que 97% des transactions en monnaie se font sur les marchés financiers. À peine 3% dans l'économie réelle. Hein, ce qui veut dire que si vous prenez une journée de 24 heures, pour vous donner un exemple, de minuit à 1h du matin, eh bien, vous avez toutes les transactions de l'économie réelle qui sont terminées. De 1h à 2h du matin, on a financé toutes les entreprises qui ont produit ces marchandises. Et de 2h du matin à 3h du matin, on a converti en dollars, en yens et en euros tout ce qui va nous servir à échanger sur le plan international. Ce qui veut dire qu'à partir de 3h du matin jusqu'à minuit, ce ne sont exclusivement que des transactions en monnaie, de couverture de risque et de spéculation financière. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'économie réelle, les territoires sont totalement désertés, ou quasiment désertés par la monnaie, puisque 97% des transactions se font sur le marché financier. Donc, mettre en place des circuits courts entre des producteurs et des consommateurs et des collectivités. Faire en sorte que la monnaie circule entre ces trois piliers que sont la collectivité à travers bien sûr les impôts, la collectivité elle-même à travers une politique publique, comme par exemple en affectant de la monnaie sur des services et des produits qui respectent l'homme et la nature, à travers des prestataires qui eux aussi jouent le jeu en local du respect des hommes et de la nature, et des consommateurs qui font de même. Qu'est-ce que ça va faire ? Eh bien tout simplement, ça va enrichir le territoire, et le territoire s'enrichissant à la fois en produits qui respectent l'homme et la nature et en même temps en unité de compte en monnaie, eh bien c'est tout le territoire qui va se retrouver en développement. Et c'est bien ça qu'on souhaite tous, c'est qu'on se développe de façon cohérente et organisée dans le respect des hommes et la nature. Et pourquoi le revenu d'existence en dernier pilier ? Parce que tout simplement aujourd'hui, nous ne pourrons pas mettre au travail toute la population et de moins en moins. Il y a deux courbes qu'il faut que tout le monde connaisse. C'est la courbe de ce qu'on appelle les temps contraints. Alors c'est quoi un temps contraint ? C'est le temps que je passe à survivre, à faire des actes qui me permettent de survivre. C'est ça un temps contraint. Eh bien, quand on regarde l'histoire de l'humanité, les temps contraints ont toujours baissé. On n'a jamais vu dans l'histoire humaine les temps contraints se remettre à remonter. Donc ils ont toujours baissé. Donc ils vont continuer à baisser. Et en face de ça, on a une deuxième courbe, c'est la quantité de production par unité de temps. Eh bien la quantité de production par unité de temps, elle a toujours augmenté, à l'inverse des diminutions des temps contraints. Ce qui veut donc dire qu'à un moment donné, on aura besoin de moins en moins de personnes pour produire. Eh bien tant mieux, on va pouvoir faire enfin autre chose. Dans le film Le Revenu de base qu'on a projeté à l'Utopia le 31 mars,
où il y a eu vraiment beaucoup de monde qui sont venus. Il y a un comité local d'ailleurs qui va se créer pour instaurer un revenu d'existence, pour se battre là-dessus. Eh bien, à un moment donné, il y a une dame qui dit dans le film, mais on s'est battu, nous, toutes les générations passées, pour que justement, on puisse au moins travailler. Et l'objectif aujourd'hui, c'est avoir une activité, mais une activité qui soit indépendante d'un revenu. C'est-à-dire, au lieu de dire, j'ai besoin d'une activité pour avoir un revenu, on fera l'inverse. J'aurai un revenu pour avoir une activité. Et c'est à partir du moment où j'ai un revenu et que je peux choisir mon activité que là, on rentre vraiment dans la dernière étape de la République, qui est celle de l'émancipation. C'est-à-dire de dire à partir du moment où un être humain choisit ton activité en fonction de ce que tu as envie de faire, de ce que tu sais faire, et pas forcément exclusivement pour avoir un revenu. Alors là aussi, beaucoup de questions. Si Jean-Paul Plat veut intervenir, il n'y a pas de souci sur ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire les pré-propositions de programmes pour les élections. Alors sur ces revenus d'existence, moi j'ai vu différentes choses. En gros, on peut avoir des critiques de droite et des critiques de gauche. Par exemple, une critique de gauche serait de dire que ça encourage pas forcément les entreprises à payer correctement leurs salariés, ou ça encourage le petit boulot. Et une critique de droite qu'on peut trouver, ce serait que ça fait une aide sociale qui n'incite pas forcément les gens à aller travailler. Alors vous, par rapport au projet que vous avez, puis on pourra faire le lien peut-être avec ce que proposera le Parti communiste dans son prochain programme au présidentiel, avec ou pas le parti de gauche, on verra. Mais en tout cas, dans les débats actuels, où est-ce qu'il se situe le projet que vous avez, qui est en lien quand même avec la monnaie complémentaire qu'on va voir Alors, nous, au niveau du revenu d'existence, on se positionne justement dans la société civile. C'est-à-dire que le revenu d'existence, ça peut être une mesure de gauche, une mesure de droite, une mesure verte. Ça peut être la mesure qu'on veut, dans la mesure où c'est un outil. Donc c'est un outil qui va permettre de déconnecter le revenu d'activité, le revenu de l'activité, et le rattacher à l'existence. Donc après, on va avoir des problèmes qui vont se heurter par rapport à qu'est-ce qu'on veut faire de ce revenu, déconnecter l'activité. Est-ce qu'on veut un petit revenu ? Et donc, du coup, forcément, on sera obligé encore d'aller travailler. Donc, c'est quand même pas dans l'objectif. Même si au départ, on le met petit, il faudra quand même l'augmenter pour que la personne puisse vraiment choisir. Puisque l'idée, c'est vraiment qu'elle puisse choisir son activité indépendamment de son revenu. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, après, ça ne va pas ensuite régler tous les problèmes de négociation entre les entreprises et les salariés. Non, ça va mettre une sorte de filet social, en fait. Filet social en dessous duquel on accepte tous de dire que ce n'est pas possible dans une société d'abondance qu'une personne aujourd'hui soit obligée d'aller faire les poubelles pour bouffer. Ce n'est pas possible. Donc indépendamment, parce que certains nous disent, surtout, on va dire, alors là pour le coup, dans l'arc libéral, pas dans l'arc social, on dit oui, mais vous comprenez, pour avoir un revenu, il faut avoir une activité en contrepartie. Moi, je voudrais bien qu'on me dise qu'est-ce que les 97% de transactions monétaires sur les marchés financiers donnent comme contrepartie à la personne qui a besoin de manger tous les jours. Donc, à un moment donné, il faut se dire non. Il faut qu'à un moment donné, la seule contrepartie qu'on demande à une personne pour avoir un revenu pour exister, c'est d'exister. D'où le terme de dire de la naissance à la mort. Voilà. Jean-Paul Plat, c'est une idée qui vous plairait, ça. Bien sûr, la mairie ne peut pas le mettre en œuvre, mais dans le cadre d'une politique nationale. Je pense que dans le cadre d'une politique sûrement nationale, il y a des choses qui sont à réfléchir. Moi, d'abord, on n'est pas tout à fait d'accord avec Frédéric sur les termes employés, quoi. Moi, je suis contre l'asservissement. D'accord ? Donc, l'asservissement de l'homme, je pense qu'aujourd'hui, l'homme est asservi, effectivement, entre autres, par la monnaie, mais pas rien que par la monnaie, est asservi d'une manière générale à une minorité pour pouvoir faire en sorte que cette minorité vive le mieux. Alors, l'asservissement, ça passe par l'argent, mais pas que par l'argent non plus. Donc, je suis effectivement pour que les gens puissent vivre le mieux possible et vivre effectivement leurs rêves, leur manière d'être, enfin, etc., par rapport au territoire, mais en sachant aussi qu'il peut y avoir un danger si effectivement chacun peut vivre sans être asservi, chacun peut avoir aussi une démarche très individuelle. Donc je pense qu'il est important aussi, quelque part, d'avoir une démarche collective, quelle qu'elle soit, où on ne se sent pas asservi et qu'ensemble, les êtres humains, on puisse être capable d'avoir une terre, une société où il fait bon vivre, quoi. Moi, je prends souvent un exemple qui est le mien, je le vois comme ça. Je me dis souvent, on a 5 doigts dans la main, il n'y en a aucun qui se ressemble.
petit, grand, gros, tout ce qu'on veut. Et si effectivement on veut faire en sorte que les choses avancent, on doit faire en sorte que tous les doigts travaillent ensemble. Quand je dis travailler, c'est-à-dire avancent ensemble, créent quelque chose ensemble, etc. Donc moi, je le vois beaucoup plus comme ça. Et puis après, dans la notion que peuvent dire les uns ou les autres sur la notion de solidarité, ça ne me plaît pas. Je veux dire, on est encore certains qui vont être solidaires avec d'autres. Hein, ça veut dire d'autres qui vont toujours être asservis, qui vont attendre qu'on soit solidaire avec eux. Ça ne plaît pas. La notion de ce que vient de dire Frédéric, de dire on est des hommes et des femmes existants, libres, et on doit avoir effectivement la possibilité de pouvoir vivre comme on l'entend d'une manière digne, sans tendre la main, sans quémander, etc. Je crois que c'est quelque chose d'intéressant. Après, il y a des tas de choses à l'intérieur de tout ça sur lesquelles il faut travailler, réfléchir, penser, etc. Mais avec eux. Pas non plus sans eux. Ce que je n'aime pas non plus, c'est que, effectivement, il y a des penseurs qui pensent toujours pour ceux qui sont les plus précaires, pour ceux qui sont les plus... Et ceux-là, ils mangent bien, d'une manière générale. Ceux-là, ils n'ont pas de problème particulier. Et que ce soit les politiques, que ce soit ceux qui font effectivement les débats, prendre le temps d'aller rencontrer ceux qui ont ces problèmes-là et que des propositions, des solutions viennent d'eux, et non pas uniquement de penseurs, je pense que ce serait aussi une très bonne démarche. Parce que travailler, avoir un revenu sans travailler, c'est pas trop dans la philosophie communiste. J'ai pas bien compris. Avoir un revenu sans travailler, c'est pas trop dans la philosophie communiste. Non, mais ce qui est dans la philosophie communiste, c'est que l'homme et la femme en tant que tels ont effectivement le droit d'exister, d'être respectés. Moi, j'emploie une démarche. J'ai encore une maxime là-dessus, c'est nous ne sommes pas plus en tant qu'être humain, nous ne sommes pas plus, nous ne sommes pas moins, respectons-nous. Je crois que ça, c'est effectivement quelque chose qui est important, sur lequel nous devrions tous avancer comme ça. Après, la notion du travail en tant que tel est une notion qui a existé effectivement dans l'histoire, on ne peut pas effectivement le nier. Mais la société aussi évolue complètement. Et aujourd'hui, si en tant que communiste, je restais à dire il faut que nous travaillions dans des entreprises industrielles qui polluent, etc., etc., je ne serais plus dans une démarche effectivement ouvrière, où les plus précaires, effectivement, se sentent concernés par ce qui se passe tous les jours. Voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut évoluer. Peut-être d'autres détails sur le revenu d'existence. Et alors, comment vous le différenciez des dernières propositions là qu'on a entendues d'Europe Écologie, de Dominique de Villepin? Alors déjà, donc j'appartiens à une association qui s'appelle l'Association pour l'instauration d'un revenu d'existence, qui s'est créée dans les années 80 sous l'égide de Yolande Bresson. Peut-être vous le connaissez, c'est le papa du Rex français, on va dire. Le Rex, c'est revenu d'existence. Voilà. Et donc cette association fait partie d'un mouvement qui s'appelle le BIEN, Basic Income Earth Network, qui est une association internationale pour l'instauration d'un revenu d'existence, dans lequel vous retrouvez, c'est ça qui est très intéressant, des personnes de toutes les classes sociales, de tous les partis politiques, de tous les mouvements. Vous avez des scientifiques, des chercheurs, des économiques, des sociologues, vous avez des militants, des syndicalistes, vous avez vraiment des militants de base, vous avez vraiment des gens de tous les horizons, et ils se retrouvent... Des chômeurs, des SDF, etc. J'aimerais bien, Frédéric, honnêtement, quand tu as fait le 31, de dire combien de chômeurs, SDF, personnes précaires étaient dans la salle. Ben, il n'y en a pas. Non, mais très bien. Le problème, et je veux dire pourquoi aller effectivement à l'Utopia. Moi, je te propose d'aller bien faire ça effectivement dans un bas d'immeuble à la Reinerie, c'est tout à fait autre chose. Mais on fait des présentations, on fait des projections partout où on nous demande. Donc dans tous les groupes, si effectivement ils veulent m'inviter. D'ailleurs, tiens, il y a un débat qui aura lieu sur le revenu d'existence. Alors je me souviens plus à laquelle c'est. TO7. C'est TO7 ou celui qui est à l'origine du garage associatif. Partage Farouette. Voilà, donc il m'a invité à venir intervenir sur le revenu d'existence chez eux. Donc, mais c'est vrai qu'à l'Utopia, il faut déjà avoir 8 € pour payer son entrée. Donc ça, je suis d'accord avec toi. Et pour pouvoir se déplacer. Ouais, et pour pouvoir se déplacer. Mais tu sais très bien que là-dessus, je suis d'accord. Mais donc, pour revenir à mon histoire... Donc on est bien aux mêmes personnes qui réfléchissent pour les autres, quoi. Non, pas forcément. Moi, je dis qu'à un moment donné, il faut bien qu'à un moment donné, quelqu'un décide par la loi de mettre en place ce revenu d'existence. Enfin, moi, je pense qu'aujourd'hui, le revenu d'existence, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. On essaie maintenant de faire adhérer des personnes pour nous soutenir. Ça doit être une impulsion culturelle, donc ça va venir des citoyens de la société civile. Je pense que ça sera relié dans les partis le jour où de plus en plus de citoyens iront voir leur parti politique en disant « Comment ça se fait que vous ne parlez pas du revenu d'existence ?» Plus il y aura de citoyens qui iront vers leur parti politique dire « Mais pourquoi vous ne parlez pas du revenu d'existence ?» Et plus on parlera du revenu d'existence. Mais les partis politiques, tu n'as pratiquement pas grand monde dans les partis politiques par rapport à l'ensemble de la population. Et on le voit aujourd'hui, ne serait-ce que par rapport aux dernières élections, où tu avais une abstention, 70% d'abstention. Donc ne parlons pas de ceux des citoyens qui sont dans les partis, ce sont ceux qui, en majorité, arrivent à bien manger et bien vivre, d'accord ?
Donc c'est les autres. Mais c'est pour ça qu'on va parler du revenu d'existence dans la société civile, dans des groupes qui font appel à nous. Mais on pense qu'à un moment donné, plus on sera nombreux à parler du revenu d'existence, et plus le revenu d'existence. Et c'est pas pour rien d'ailleurs. Et je suis très content qu'on commence à entendre en parler. Alors, comme par hasard, c'est fabuleux. On en a parlé, on commence à en parler à droite, on commence à en parler à gauche. Aujourd'hui, par exemple, la motion Utopia au Parti Socialiste propose un revenu d'existence. Plus au centre, plus à droite, vous avez ensuite Villepin qui vient d'en proposer un, qui l'appelle revenu des citoyens. On va en reparler parce qu'il y a une ça leur permettra de mieux dormir le soir à ceux-là, l'Utopia, le PS, etc. Villepin, ça leur permettra de mieux dormir, c'est ça? Ils vont faire la BA du jour pour se faire élire. Après, ils l'oublieront, ça c'est évident. Oui, mais on sera là pour le rappeler. Mais ils vont faire leur BA du jour. Tant que les choses ne sont pas construites effectivement à la base avec les gens qui sont directement concernés, et tu le sais Frédéric, eh ben, les choses sont amenées effectivement à être simplement de l'utopie et du rêve, parce que ce ne sont pas les gens à la base qui l'ont effectivement construit. La différence avec notre sol, qu'on peut effectivement dire que c'est un truc très bobo, etc., c'est qu'on a pris 1 an et demi ou 2 ans pour le construire, on a travaillé avec des chômeurs, on a travaillé avec des personnes qui bossaient, enfin, etc., etc. Voilà, il faut sortir de ça. Je pense qu'il faut les deux. Je pense qu'il faut à la fois une démarche citoyenne vers les citoyens pour faire partager et réfléchir avec eux, et puis il y a quand même une démarche aussi de travail qu'on fait, c'est-à-dire d'information. Quand par exemple on était à l'Utopia et qu'on a parlé du revenu d'existence, j'étais halluciné par voir le peu de gens qui savaient ce que c'était. Pour eux, c'était encore un nouveau transfert, une nouvelle allocation, mais en fait, ils ne savaient pas du tout. Alors les différences, il nous reste 5 minutes simplement pour présenter quelques particularités. Les grosses différences qu'il y a entre, si on prend celui de Villepin, donc à 850 €, c'est que, bon, déjà... Il est plus haut que le vôtre. Plus haut que le vôtre. Oui, mais il est conditionné, c'est bien ça le problème, c'est ce qui nous gêne. Donc, moi je dis déjà le fait qu'un politique, quelle que soit sa couleur politique, commence à dire qu'il est possible d'envisager de donner à quelqu'un un revenu qui ne soit pas basé sur son activité, pour moi, c'est déjà un début révolutionnaire. C'est révolutionnaire. Aujourd'hui... C'est ce qui existe avec le RMI ou le RSA. Et non, parce que justement, alors moi je suis pour le coup comme toi travailleur social, hein, je suis président d'une association qui s'appelle Oxygène 82, dans laquelle on travaille avec des personnes en situation d'insertion, et on sait très bien qu'aujourd'hui le RMI et le RSA... sont conditionnés. Voilà, sont conditionnés, et que surtout ils sont conditionnés à une démarche d'insertion par l'économique. Qui n'était pas le cas au départ. Et qui n'était pas... On est bien d'accord, mais donc, ça a changé. Les choses peuvent évoluer malheureusement. Donc ce qui est très important, c'est de dire que déjà on propose un revenu qui soit... séparé d'une activité économique. Et c'est ça la vraie vraiment révolution, le changement de civilisation. À partir du moment où on commence à parler d'un revenu qui ne serait pas lié à une activité économique, alors ça veut dire que toutes les personnes qui envisageaient de vivre leur vie en dehors du cadre d'un travail de production économique vont pouvoir le faire. Et donc derrière, ça veut dire un réajustement de la société où le travail, un petit peu comme l'armée et l'agriculture, vont repasser à la périphérie. Et où au centre va apparaître une nouvelle dimension. Cette dimension, c'est quoi? C'est la culture. C'est-à-dire que c'est quoi la culture? C'est faire une activité qui soit propre à ma propre volonté, à mon propre choix, indépendamment du fait que ça va me permettre de gagner ma vie. Donc là, ça affronte pas mal de représentations actuelles. Faut que, oui, clairement. Ouais. Mais dans les propositions, c'est vrai qu'on ne le présente pas comme ça. Hein. Ben oui. Pour l'instant. Et il ne faut pas que ça crée faut pas que ça crée des sous-classes, d'accord? Parce que ça peut nous faire effectivement du bien de parler de revenus d'existence, mais il faut effectivement le voir d'une manière globale. Nous, par exemple, ce qu'on dit au Parti communiste, on est aujourd'hui pour que des salariés soient, on va dire, le mieux possible, d'accord, c'est qu'il y ait un revenu minimum de 1 500 € effectivement par mois. On se voit mal dire comment on peut proposer effectivement à des salariés d'avoir 1 500 € par mois, parce que c'est le minimum pour pouvoir bien vivre, et tout d'un coup dire on devra être à 600 € sur du revenu d'existence. C'est de la sous-classe, d'accord? Donc ça, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça, et donc on doit dire aujourd'hui effectivement quel est le revenu minimum vital pour un homme, une femme, une famille, quel qu'il soit, et ce revenu minimum vital, qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas, est le même, d'accord? Il ne peut pas y avoir des sous-payés qui vont faire, comme tu dis, des démarches différentes, etc. Ce n'est pas possible. Donc l'idée, Frédéric Bosc, pour rebondir sur ce que dit Jean-Paul, nous on dit qu'au niveau du revenu d'existence, au niveau du revenu d'existence, l'idée déjà pour nous, c'est d'introduire un gène de changement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où on a un gène qui est introduit, après on peut le faire évoluer.
Ok. C'est ce qu'a fait Rocard et ça a mal évolué. Non, attends. Non, mais je vais jusqu'au bout. Attention, je vais jusqu'au bout. Introduire un gène de revenu introduire un gène de revenu d'existence dans la société, ça ne veut pas dire que les gens qui aujourd'hui, par des transferts sociaux, par exemple, qui avaient 1000 ou 1500 euros par mois, en gagneraient 350. C'est pas du tout ça. Ça veut dire que va apparaître à l'intérieur des revenus salariaux un nouveau revenu, puisque c'est pas seulement les gens en situation d'exclusion qui vont toucher le revenu d'existence. C'est simplement qu'une partie des revenus versés vont être versés indépendamment de l'activité que l'on conduit. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous prenez une famille de 4 personnes, par exemple, qui va toucher du jour au lendemain 1400 euros, 350, maintenant on est à 400 quasiment, donc ça fait 4 x 4, 16, 1600 euros tous les mois, indépendamment de leur activité. Parce que les enfants touchent aussi. Oui, les enfants touchent aussi, de 0 à la mort. Donc ça veut donc dire que, par exemple, dans une famille de 4 personnes, il est tout à fait possible qu'une personne se dise, tiens, moi, je vais essayer soit de lancer une nouvelle activité, ou soit je vais baisser mon temps de travail, mais je vais faire autre chose que de passer ma vie à travailler pour gagner ma vie. Si je crée une nouvelle activité, je travaille alors. Oui, mais elle sera choisie. Elle sera choisie. Nous, on est pour l'activité choisie, pas pour l'activité deux philosophies différentes. Hein. Alors malheureusement, voilà, on arrive au terme de l'émission. Il faudra vous réinviter une troisième fois. Alors est-ce qu'on peut faire la monnaie sans le revenu d'existence? Ah bah oui. Oui, tout à fait. on On peut faire la monnaie sans le revenu d'existence. Donc la monnaie complémentaire Sol Violette, ça sera pour très bientôt à Toulouse. Le site internet, on le remettra en lien sur le site de Radio Éphémère. Je rappelle que nous étions avec Jean-Paul Plat, conseiller municipal en charge de l'économie sociale et solidaire à la mairie de Toulouse, et Frédéric Bosque, coordinateur du Sol Violette sur Toulouse. Merci. Un dernier mot, peut-être une annonce sur des événements à venir ou quelque chose qu'on aurait oublié? Sur les événements à venir, c'est de ne pas hésiter effectivement à aller échanger ses euros contre du Sol Violette. Ça, c'est un événement pour chacun. D'accord. Et puis, se dire qu'il y a des moyens à la ville de Toulouse, ne pas hésiter à contacter pour créer ces entreprises solidaires. Voilà. Et on choisit l'activité que l'on veut faire. Merci, à bientôt. Au revoir.